J'ai des sources d'inspiration, des femmes célèbres et célébrées, des femmes à la capitale ou à l'étranger, des actrices, des artistes, des journalistes, des militantes, des activistes, des autrices, des sportives. Et c'est en me faisant cette réflexion que parallèlement, je repensais à ma mère, à mes grands-mères, à ces figures de femmes que j'avais sous les yeux tous les jours, celles qui m'entourent, qui m'ont bercée en me contant leur vie. C'est en songeant à leurs combats, leurs envies, leurs idées, leurs projets, que je me suis dit que de nombreuses femmes de nos territoires devaient être mises en valeur. Leur quotidien fait qu'elles sont des femmes d'exception et j'aimerais vous les présenter. Bienvenue chez les femmes de chez moi. Quelle joie d'entendre quelqu'un sourire, la tessiture d'une voix, le tempo d'une phrase, le choix des mots et les sourires que l'on peut entendre. Vous arrive-t-il parfois, avant de découvrir le visuel qui accompagne ces épisodes, de vous imaginer l'invité, ses traits, ses cheveux, ses yeux? Voici un épisode qui devrait vous faire voir des choses. Laurence Wagon peint, dessine, crée et sourit aussi. Aujourd'hui, on parle d'art, de rencontres, de cabaret. On tisse une toile, on peint du vin, on rend hommage. On suit un fil, celui de la création, et ça commence maintenant. Texte et mise en voix, Laurence Wagon. Tom. Il est 6h35. L'hôpital de Boulogne-sur-Mer domine la ville. La salle d'accouchement comporte de nombreuses fenêtres d'où j'aperçois 1000 lumières qui scintillent. Le jour se lève. Un soleil magnifique commence à étendre ses rayons. Les couleurs emplissent la toile du ciel. Nous sommes le 9 octobre 1994. Une étoile filante a quitté le firmament pour se déposer au creux de mes bras. Ce n'est pas un vœu à formuler, mais une réalité que je peux toucher du doigt, du regard. Sans un cri, calmement et avec beauté, Tom est né. Des larmes ont vite gagné mes yeux, puis mes joues, émerveillés par ce petit bonhomme digne, dont la singularité ne le quittera pas. Dès son plus jeune âge, soucieux de justice, de vérité et de respect, il force l'admiration. Tom est drôle, distrait, original et épatant. Il est pour moi un enfant merveilleux, un ami de confiance, un conseiller sérieux pour tous mes projets et travaux artistiques. Il a un pied sur terre et un autre dans les nuages, créatif, visionnaire, une rare intelligence qui fait et fera de lui un être exceptionnel. Bonjour Laurence Wagon, merci de m'accueillir ici, chez vous. Alors est-ce que pour commencer, vous pouvez me parler de ce qu'on vient d'entendre et me dire ce que ça raconte de vous ? Bonjour Margot, donc le son qu'on vient d'entendre, en fait c'est un texte que j'avais écrit pour mon fils Tom. Il devait faire un dossier personnel, il m'avait demandé un texte, donc j'avais écrit ce texte relatif à sa naissance. Mais en fait, ce texte, c'est pour faire un clin d'œil à mes 3 garçons, adultes maintenant, Charles, Tom et Mario, parce que c'est de loin mes plus belles créations et donc j'en suis très fière, voilà. Alors vous avez choisi de parler de ces 3 plus belles créations parce qu'on va l'entendre, la création c'est un peu le moteur de votre vie. Il y en a eu de toutes sortes. Vous avez créé des lieux, vous avez créé des dispositifs, vous avez créé des spectacles. Mais tout ça a commencé avec la découverte d'un tableau de Pablo Picasso. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer ce moment? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre esprit? Qu'est-ce qui a fait que vous avez dit « je veux faire ça, je veux créer » ? Oui, en fait, c'est magique parce que j'avais 8 ans et je me promenais avec ma mère, ma sœur, et il y avait un magasin de décoration, d'ameublement plus spécifiquement. Et en fait, c'était la mort de Pablo Picasso, et sur la façade, sur la vitrine, il avait mis des reproductions de tableaux de Pablo Picasso. Et là, j'étais subjuguée, j'étais pas du tout sensibilisée spécialement à la peinture, mais là, en voyant ces tableaux, j'ai été complètement bouleversée en me disant, mais on peut faire ça? Comment on fait ça? Comment c'est possible? Qui a fait ça? Et c'était vraiment une révélation, un choc, je dirais. Et après, vous êtes mis à peindre, vous avez essayé après avoir vu ce tableau? Ou il y a eu un peu plus de temps et il a fallu arriver aux Beaux-Arts pour que vous vous mettiez à créer? J'ai créé un peu, oui, je dessinais, oui, chez moi. Parce que d'ailleurs, avant d'entrer aux Beaux-Arts, il faut en fait présenter un dossier personnel. Il y a déjà 1 semaine de concours, c'est assez intense, ce moment incroyable, et il faut donner tout un dossier personnel. Donc oui, c'est vrai que j'ai dessiné un peu, mais vraiment, quand je suis arrivée aux Beaux-Arts, ça a été vraiment le début de mon aventure artistique, je dirais. Et donc j'ai fait les Beaux-Arts, et après j'ai fait une maîtrise d'histoire de l'art pour aller plus en amont de tous ces créateurs, revenir un peu à la base d'ailleurs. D'ailleurs, il y a une année, c'est incroyable, c'était toute une année sur Pablo Picasso. Je dis, ça me poursuit en fait. Donc voilà.
C'était à Lille que vous avez fait les Beaux-Arts et ce parcours universitaire. Et Lille, vous y êtes resté après quelques temps. Vous n'avez pas été directement dans la création pure, parce que vous êtes aujourd'hui artiste plasticienne, donc on va y revenir. Mais vous avez d'abord travaillé dans des musées à plusieurs titres. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces premières expériences ? Oui, donc j'étais à Lille et tout de suite, quand j'étais en études en histoire de l'art, on m'a sollicité pour travailler au musée d'art moderne et contemporain de Lille. Alors c'est un musée époustouflant. En fait, ça a été créé pour accueillir la collection de Jean Mazurel. Et d'ailleurs, c'est lui qui était aussi initiateur de ce musée. Et après, ils ont même ajouté une aile supplémentaire d'art brut. Mais c'est un musée au milieu d'un parc de sculptures sublime, avec vraiment les plus grands créateurs. Et il y a 7000 œuvres maintenant qui sont présentées là-bas. Donc j'ai été chargée de mission, j'ai travaillé relations publiques, attachée de presse, conférencière. Et c'était vraiment passionnant. Et ensuite, j'ai été muséologue dans un centre de culture scientifique, qui est le petit frère en fait de la Villette, mais dans le Nord. Et là, j'ai travaillé en fait avec des scénographes, architectes, scientifiques bien sûr, sculpteurs, sur une exposition qui s'appelait La vision des couleurs. Et on faisait aussi des mallettes pédagogiques, des expositions. C'est vraiment très très intéressant. Donc en fait, pour poursuivre, je pourrais dire que si on suit mon parcours, c'est comme si on tirait un fil qu'on va retrouver ensuite dans mes tableaux, parce que je peins et je brode mes toiles. Mais ça, on verra ensuite, hein, Margot. Et là, je dirais que ce fil est venu ensuite après mes études, parce que quand j'ai fait mes études d'histoire de l'art, on m'a sollicité pour travailler au musée d'art moderne. Quand je travaillais au musée d'art moderne, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit « On a besoin de toi en tant que muséologue ». Et quand j'étais muséologue, une agence graphique et de publicité a fait le catalogue. Et j'ai intégré après, comme tout me passionne, je dis oui, je partais ailleurs. Et donc, je suis partie dans cette agence graphique et de publicité, Epictetus, joli nom, mais qui travaillait sur les plus grandes structures de la métropole lilloise et qui éditait aussi des ouvrages prestigieux. Donc, on a travaillé toujours sur vraiment des grosses structures, notamment sur l'école du Frénois, qui est le studio national audiovisuel de production. Enfin, c'est un des gros projets internationaux à Tourcoing, dirigé par Alain Fléchère, qui a été vraiment un élément... Enfin, le Frénois, c'est vraiment une sacrée structure. Et donc, voilà, Epictetus, j'ai trouvé ça très intéressant. Et je travaillais, alors encore une fois le fil, puisque je travaillais sur la signalétique de la DRAC, quand j'ai vu qui recrutait des responsables de développement culturel pour permettre l'accès à l'art et à la culture dans des quartiers en grande difficulté. Alors j'ai trouvé ça génial, cette mission. Donc j'ai postulé et j'ai été recrutée par la DRAC. Et en fait, la DRAC, quand ils m'ont recrutée, ils ont vu que j'étais originaire de Boulogne-sur-Mer. J'étais à Lille à l'époque. Ils m'ont dit, est-ce que le poste à Boulogne-sur-Mer vous intéresserait ? Parce qu'il y en avait dans toute la région. Et je dis oui, génial, parce que moi, la mer, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Donc, revenir en bord de mer était quelque chose qui me plaisait bien. Et donc, j'ai dit OK. Et en fait, c'était un gros projet parce que j'étais responsable du développement culturel, mais d'un quartier de 10 000 habitants, ce qui est énorme. Et en fait, je dirais que c'était un poste militant, parce que j'étais vraiment militante dans l'âme. Et j'aimais ça, parce qu'on était une équipe de militants, il y avait tout à faire, tout était à mettre en place. En fait, c'était le début du développement social urbain, ça se mettait en place dans les quartiers. Et permettre à tous d'avoir accès à l'art et à la culture, j'ai l'impression que c'était vraiment en moi, enfoui en moi. C'était dans ça que vous étiez militante ? Oui, voilà, dans ça, d'en permettre à tous d'accéder à l'art, c'est normal, ça me paraît tout à fait logique. Et je quittais en plus des structures élitistes de Lille pour arriver sur un poste militant où tout était à faire dans un milieu social défavorisé. Et c'était vraiment un nouveau départ génial, quoi. Voilà, et j'ai beaucoup, beaucoup aimé ces 13 années où je suis restée à mettre en place toutes sortes de choses à Boulogne-sur-Mer, dans le quartier dit du Chemin Vert. C'est joli. Quand vous arrivez, Laurence, à ce poste très précis, qu'est-ce que vous vous dites ? Qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Et par quels moyens vous pensez faire arriver la culture dans ces quartiers dits défavorisés ou difficiles ?
Alors déjà, c'est pour moi une gageure parce que franchement, 10 000 habitants de tout âge, parce qu'il fallait intervenir de la petite enfance au 3e âge, faire plaisir à un maximum de gens. Donc c'était rencontrer un maximum de gens pour pas leur imposer quelque chose, mais aussi répondre à leurs attentes. Après, il y a des choses qu'on propose parce qu'il y a des choses auxquelles ils ne pensent pas, comme dans la société partout, pas spécifique à ce quartier. Parce qu'il y a des milieux différents qui se rencontrent. Oui. Vous, en arrivant dans ces quartiers-là, vous pouviez amener autre chose et eux pouvaient vous donner autre chose aussi. Oui, voilà, complètement. Oui, c'est ça. D'ailleurs, quand j'avais mis en place un journal que j'avais appelé En avant toutes, parce que encore dans mon élan militant, et c'était, allez, on se retrousse les manches, on y va, on fonce, et donc le journal En avant toutes, c'était pour mettre, justement, après avoir rencontré tout le monde, parce qu'au début, on m'a dit, voilà ton bureau, un crayon, tu te débrouilles. Bon, j'avais quand même 25 ans, je me suis dit, c'est pas évident, quoi, c'est pas simple, je connaissais personne là-bas, et en fait, donc, en allant rencontrer tout le monde, je me suis rendu compte qu'il se passait plein de choses. Et on dit toujours, oui, il ne se passe rien dans ces quartiers, c'est archi faux. Il y a énormément d'associations, même des gens individuels qui font des choses, des personnalités qu'on a envie de mettre en avant, qui sont des personnages à part entière. Et donc, j'ai créé ce journal En avant toutes pour relater tout ce qui se passait, de bien, de moins bien. Et puis, au début, on était un comité de rédaction, mais qui est devenu une peau de chagrin, donc j'ai tout fait toute seule, tout compte fait. Donc, j'écrivais les articles, j'allais prendre les photos, j'étais sur les événements, et puis aussi mettre en avant les structures que j'allais créer, pour diffuser aussi les informations de ce que j'allais mettre en place. Donc c'était aussi un support intéressant pour moi. En plus, ça faisait encore un fil par rapport à Epictétus, puisque j'avais travaillé dans tout ce qui est mise en page, etc. Donc le journal, ça a été intéressant, mais après il fallait le diffuser, donc j'allais le diffuser, et en le diffusant, on rencontre encore des gens, on peut échanger, etc. Et donc ce journal, En avant toutes, c'était vraiment une belle expérience. Et en rencontrant tout le monde, j'ai rencontré des femmes vraiment qui avaient des problèmes énormes, qui étaient complètement avec leurs problèmes désœuvrés. Et donc on a créé un club, le club féminin, qui permettait aux femmes de se réunir, et puis on a pu traiter de beaucoup de choses sur les droits des femmes en partenariat avec le CIDF et des intervenants, et en même temps ils faisaient des activités, mais ça a vraiment été quelque chose d'important pour que les femmes ne soient pas isolées et qu'elles trouvent des réponses à leurs problèmes, on pouvait les orienter, et puis aussi un lieu d'échange des femmes entre elles, quoi. C'était très intéressant, ce club féminin. Est-ce que vous pensez que ça apporte quelque chose de particulier ? Quel est l'intérêt dans ce genre de club ou d'atelier en non-mixité choisie comme ça ? Disons que ce qui est intéressant, c'est que les femmes ont besoin de parler entre elles, parce qu'elles sont prises dans leur famille, elles sont mères, elles ont des poids énormes, elles vivent des drames aussi, parfois au sein de leur couple, et puis par rapport à leur circuit, leurs problèmes familiaux aussi, de naissance ou autre. Et en fait, elles ont besoin de se confier et de trouver des personnes, de se confier entre elles, en fait, de problèmes de femmes. Mais après, il y a des hommes venaient aussi pour d'autres activités, mais c'était surtout libérer la parole. Moi, je pense que c'est ça qui est important. Quel que soit si mixité ou pas, mais il manque en fait vraiment cruellement de lieux pour libérer la parole. Et ça, c'est important. Ça permet déjà d'avancer mieux, de mieux s'occuper de sa famille, d'être bien tout simplement, et de régler des problèmes qui sont parfois très très graves. On avait des cas vraiment dramatiques, il fallait agir, il fallait protéger aussi certaines femmes. Donc ça, c'est important. Et donc des lieux, vous en avez créé, non contente de mettre en place des ateliers ou des clubs ou des journaux, vous avez créé des lieux et notamment un cabaret. Qu'est-ce que c'est que cette folle idée ? Alors là, tout de suite, ce que j'ai voulu faire, c'est un lieu de rencontre et de convivialité, ce qui est très important, autour du spectacle vivant. Et en fait, quand j'étais à Lille, quand j'étais étudiante, j'avais eu un flash d'une personne dans un café à Oisem, d'un homme qui se faisait appeler le gueuleur public, qui clamait des textes, mais c'était vraiment incroyable. Et j'ai toujours été, moi, férue de chansons françaises, de textes, de chansons à texte. Les mots, les textes me portent. Donc là, quand j'ai voulu vraiment créer un lieu de spectacle, j'ai voulu un lieu intimiste,
et vraiment, donc je veux dire, un cabaret avec des tables, des bougies, et vraiment pour faire venir des spectacles, que tout le monde puisse être réuni autour du spectacle vivant, des lieux de rencontre, et sur ce quartier même. Et en fait, c'est aussi à la fois faire venir les gens du quartier autour du spectacle vivant, découvrir. Alors il y avait autant des gens très connus que des gens en devenir et des gens méconnus, mais c'était vraiment la création qui était mise en avant. Et c'était aussi, parce que c'est souvent le problème des quartiers défavorisés, ils sont isolés, coupés, on les coupe. Alors parfois géographiquement, mais aussi volontairement du reste de la ville. Et là, c'était vraiment intégrer le quartier dans la ville. Et c'est vrai qu'après, ce cabaret a eu beaucoup, beaucoup de succès. Et les gens venaient de partout. On manquait même de place. Mais on avait plusieurs spectacles dans la semaine. Et les gens même venaient sans savoir ce qui allait se passer en disant... On vient au spectacle et puis on découvrira après. Bon, après, pour les têtes d'affiche, c'est un peu plus compliqué parce que c'était vite rempli. D'ailleurs, on avait accueilli Moon Martin. Et Moon Martin, c'était tellement complet, en fait, tout de suite, que lui, il a vu tous les gens qui étaient dehors. Il a dit, mais moi, je vous offre demain, je reste jouer demain gratuitement pour les gens. Mais les gens, ceux qui étaient là, aimaient tellement, ça me faisait un problème dans l'autre, parce que les gens qui étaient sur place avaient tellement kiffé ce spectacle qu'ils voulaient revenir le lendemain. Alors c'était un peu compliqué. Pierre Vassilu, qui chantait dans la cour pour tous ceux qui ne pouvaient pas rentrer, qui c'est celui-là. Enfin, il y a des souvenirs quand même assez incroyables. Tété a fait son premier concert chez nous. Et voilà, enfin, il y a eu plein de rencontres. Et puis après aussi un festival. On a fait un festival d'humour, festival de chansons, festival de contes. Et puis aussi des expositions, puis des stages artistiques avec des professionnels sur place. C'était intéressant. Alors il y a le fait d'avoir envie de créer un cabaret et une telle structure dans les quartiers, ou pas dans les quartiers d'ailleurs, mais juste le fait de mettre en place une structure pareille, on doit déployer une énergie énorme, non, pour arriver à mettre en place tout ça. Vous avez été accompagné. Comment ça s'est fait, cette création en elle-même du lieu? C'est vrai que ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie et surtout de savoir convaincre les autres, parce que c'était pas donné dans un premier temps. Et en fait, en visitant des lieux où j'aurais pu faire ça, en fait, le cabaret simple, quand j'ai créé le cabaret, c'était le début des cafés musiques. C'était le programme lancé des cafés musiques tout de début. Et vraiment, mais très vite, tout le monde a adhéré au projet. J'avais un bon soutien de la DRAC aussi à l'époque, parce que celui qui m'avait embauché à la DRAC, je sais pas, c'était une rencontre. Tout de suite, il a voulu m'aider. Il était toujours enthousiaste sur mes projets. Et lui venait à Boulogne, il était toujours content, c'est qu'on aille manger un plateau de fruits de mer. Et puis c'est assez rigolo, mais parfois il faut des petites choses comme ça qui peuvent être magiques pour développer les projets. Mais tout de suite, tout le monde a adhéré pour la mise en place. Bon, bien sûr, il a fallu vraiment batailler pour avoir des fonds. C'est toujours un peu le nerf de la guerre. À la limite, je dirais qu'à l'époque, c'est un peu plus simple que maintenant. Mais tout de suite, ça s'est très bien passé. J'avais visité plusieurs lieux, dont un qui était une ancienne entreprise d'insertion qui accueillait en fait les gens en sortant de prison autour de la restauration. Du coup, on avait des cuisines professionnelles, restauration et bâtiment, mais qui avaient périclité. Et d'ailleurs, quand j'ai créé le cabaret ça, moi, j'ai gardé une personne qui travaillait là, René, un Marseillais, qui est une légende à lui tout seul, qui se mettait en costume les soirs de spectacle. On se croyait à la croisière Samus, c'était très drôle. Et en fait, cette société s'appelait SAM, Société d'activités multiples. D'où, quand j'ai créé le cabaret, j'ai dit ça sera Cabaret Sam, parce qu'il y a des gens qui sont passés là, qui ont travaillé là. Il y a une mémoire du lieu, j'aime bien la mémoire des lieux, et je suis très attachée à ça. Et du coup, je me suis dit, ils vont revenir très naturellement là. Et c'est vrai, et j'ai jamais eu aucun problème dans ce lieu. J'ai toujours été de la magie là-dedans. Voilà, une belle aventure. Hors micro, Laurence m'expliquait que l'engouement des gens l'avait encouragée, tout au long de sa carrière, à créer plus encore. C'est ainsi que nous avons abordé l'atelier Empreinte. En fait, oui, c'est un atelier de moulage d'art Empreinte. Oui, parce qu'on crée des choses sur ces quartiers ou ailleurs, et puis il y a l'engouement, parce que
quand les gens participent et sont moteurs et sont là émerveillés, on a envie d'en faire toujours plus. Et là, c'était incroyable ce projet parce que, en fait, Boulogne-sur-Mer est une ville fortifiée. C'est une ville fortifiée. Il y a des remparts, il y a un château-musée qui avait été construit sur un camp militaire romain. Donc, il y avait tout un programme de fouilles archéologiques dans cette haute ville, dans les remparts. Et il y avait un service archéologique au château-musée, etc. Et donc, on a eu l'idée de faire un projet avec des SDF qui étaient en rupture totale, de les amener à faire des fouilles archéologiques. Alors ça paraissait vraiment incroyable parce qu'il fallait voir les personnages, Adamo, le légionnaire, enfin c'est des figures incroyables. Certains vivaient dans les blocos quand même. Donc c'est quand même pas, c'est pas rigolo, hein, c'est triste, mais je veux dire, quand on pense les aventures avec ces personnages, ça prête à sourire parce qu'ils sont très drôles. Et donc on a fait ce programme de fouilles archéologiques. Et en fouillant, on trouvait des choses. Et donc, on a eu envie de faire un atelier de moulage d'art, d'où Empreinte, avec l'aval des musées de France. Et on a commencé à mouler les collections archéologiques du château-musée. Et ça, c'était magique. Et donc, ces gens ça leur redonnait vie, mais dans un projet extraordinaire. Donc, il devenait extraordinaire. Tout le monde se disait, mais vous faites ça, c'est dingue. Et en point d'orgue, j'avais organisé un rallye archéologique dans toute la Haute-Ville, avec des points où eux accueillaient les visiteurs, avec des fouilles, des morceaux à chercher par les visiteurs. Enfin, c'était un sacré truc à mettre en place. C'était pas simple, avec des questions, des lots à gagner. Enfin, c'était... et vraiment, eux, c'était valorisé. C'était vraiment un très beau projet. C'est incroyable. Ah oui, mais il y en avait. Et puis, c'était des personnages, hein, c'est fou. C'est des vrais personnages. Et il y en a même un, il rentrait plus chez lui parce qu'il vivait dehors. Et bon, ses enfants l'ont réaccueilli, ils étaient émerveillés, ils suivaient eux-mêmes ce qu'ils trouvaient tous les jours. Il a repris une valeur autre, quoi. Ils étaient interviewés, devenaient des vedettes, en fait. Ça les a portés pendant un moment, pendant un instant T, mais ouais, c'est une belle aventure. Et donc j'imagine, Laurence, qu'à 40 ans, quand vous décidez de tout plaquer, entre guillemets, pour vous consacrer uniquement à la partie de création qui vous avait frappé chez Picasso, vous êtes mise à peindre vous-même, peut-être que vous peigniez déjà avant. J'imagine donc que vos créations, maintenant, sont nourries par toutes les créations précédentes, que ce soit les lieux, les ateliers, les rencontres que vous avez fait pendant ces 13 années que vous avez passées sur ce poste-là. Tout à fait, Margot. En fait, quand j'ai décidé à 40 ans de tout arrêter, parce que c'était vraiment très prenant, j'étais à 200% sur tous ces projets que je menais vraiment d'un bout à l'autre, et bien d'autres que je n'ai pas cités. Il y avait énormément d'opérations, Quartier Lumière, Photofolie, avec le ministère. Enfin, il y a énormément de choses qui se sont mises en place, plus d'autres dont on parlera ensuite. Mais donc j'ai eu envie d'arrêter parce qu'en fait j'avais quand même fait les Beaux-Arts et l'acte de peindre en fait me manquait. Et puis j'ai accueilli beaucoup d'artistes, notamment au cabaret, mais à un moment on se dit on a envie aussi de créer soi-même. Donc à 40 ans j'ai décidé d'arrêter et de me consacrer entièrement à une création personnelle plastique. Et de là, en fait, je rejoins ce que vous dites, Margot, de là est revenu en fait toutes ces personnes que j'ai rencontrées, tous ces visages, ces regards, ce témoignage étaient présents en moi en fait parce que c'était très prenant comme travail et humainement parlant. Et en fait, j'ai eu envie donc de faire des portraits. Le portrait est venu en fait comme la source de mon travail d'artiste plasticienne parce qu'il était évident en fait. J'avais envie de redonner vie aux absents. Et m'est venue tout de suite l'envie de représenter les femmes. Parce qu'en fait, les femmes sont combattantes, combatives, dignes envers et contre tout. Elles portent tout. Attention, hein, j'ai rien contre les hommes, mais tout de suite, j'ai eu envie de rendre hommage à toutes ces femmes que j'ai rencontrées. Et puis des femmes du monde, des femmes... tous ces gens qui sont avec des parcours incroyables. Et donc, m'est venue naturellement cette envie ça m'a nourrie. Oui, je suis d'accord. Toutes ces rencontres ont nourri mon travail d'artiste plasticienne. Comment vous définiriez votre production, en fait, vos créations aujourd'hui ? Comment vous définiriez votre art, même, peut-on dire ?
L'art, c'est en fait rendre visible l'invisible, donner vie à des portraits. En fait, les portraits, on raconte des choses par le portrait. Le portrait, c'est un art en lui-même, une façon de peindre. Parfois, on me dit, on vous retrouve dans les portraits. Mais oui, c'est normal. Et en fait, je trouve pas ça du tout inquiétant ni narcissique. De tout temps, les peintres se sont représentés. Moi, j'aime beaucoup Garouste, par exemple. Il se peint toujours dans ses tableaux. Vinci, Picasso, Van Gogh, de tout temps, les artistes se sont représentés. Et donc ça, c'est pas étonnant. Alors, ce qui est étonnant, c'est que parfois, je fais des portraits et les gens se retrouvent dedans. Ou alors retrouvent des personnes qui ont disparu. Et puis, il se passe toujours des choses incroyables. Il y a toujours des témoignages sur mes tableaux. Alors, en plus, il y a une magie, c'est que quand on crée dans l'intimité de l'atelier, et après, c'est là la magie, c'est de faire des expositions et d'aller à l'encontre des autres et de montrer son travail. Et là, il y a une alchimie quand quelqu'un vous achète une œuvre. Parce qu'il y a quelque chose de magique là-dedans, moi je trouve, c'est entre eux. J'ai l'impression que quand on peint la toile, elle est prédestinée. Parce que souvent c'est un flash, celle-là et pas une autre. Pourquoi ? Ça reste un grand mystère. Et d'ailleurs, je voudrais dire, mais en toute humilité, c'est que souvent, quand les gens m'achètent un tableau, ils m'écrivent, mais même des années après, il leur est arrivé quelque chose d'incroyable. Mes toiles portent chance, paraît-il. Alors, je ne fais pas un coup de promo là-dessus, mais c'est vrai que c'est incroyable les témoignages que j'ai. Et d'ailleurs, je dis qu'avec tous les collectionneurs, les gens qui m'ont acheté des tableaux, et je les remercie parce que déjà, c'est un grand plaisir quand quelqu'un aime son travail, l'acte d'achat, en plus la toile, c'est un portrait, donc continue d'habiter ailleurs. Et puis, ce qui est amusant, parce qu'en fait, les gens, moi je donne un titre au tableau, mais comme c'est des portraits, souvent ils rebaptisent le tableau, et souvent même c'est devenu une personne à part entière. Ils leur parlent, leur confient leurs secrets. Enfin, il y a des trucs, c'est quand même incroyable. Il y aurait un livre à écrire là-dessus parce que c'est incroyable. Et moi je dis, en fait, il y a un fil invisible qui me réunit avec toutes ces personnes, parce que même ils m'écrivent, mais en fait, à chaque fois c'est chez eux, donc à chaque fois qu'on passe devant la toile, mais on pense pas à chaque fois, mais on pense parfois à toi, et inversement, on est intimement liés à vie, en fait, quelque part, par ce tableau. Et ces toiles que je peins, qui sont des femmes, parce que, en fait, ces toiles, elles sont... c'est pas étonnant, en fait, qu'elles portent chance, parce qu'elles sont chargées d'énergie. Et en fait, au moment de peindre, c'est un acte physique, la peinture. Il y a le geste, on y met toute son énergie, et bien sûr son énergie positive, le mieux qu'on peut. Et donc en fait ces tableaux, moi je dis après, quand ils sont stockés, ils s'endorment comme des femmes endormies, et après elles se réveillent un peu lors de l'exposition, se dire attention, on est où ? Et après elles se réveillent complètement chez la personne qui l'adopte, on va dire entre guillemets, et alors là elles reprennent vie, et toute l'énergie positive va irradier chez... Alors attention, je ne suis pas perchée, c'est quand même... Mais c'est un peu... c'est vrai, puisqu'on y met toute son énergie. Je pense que c'est porteur d'énergie, les tableaux. D'ailleurs, quand on va dans même les musées, les toiles, il y a des toiles, mais des toiles de maître qui sont extraordinaires, mais on y ressent encore toute cette énergie. Et parfois même des toiles dramatiques, on a encore tout le poids qui a été mis par le peintre, tout ce qu'il a voulu dire dans cette toile est toujours là, chargé. Je trouve que ça reste très chargé de cette énergie. Ça ne meurt jamais, moi, je pense. Vous avez parlé des portraits, de ces portraits de femmes que l'on retrouve essentiellement dans ce que vous faites. Mais Laurence, il y a autre chose dans votre travail que l'on retrouve. Il y a une collection, une sorte de gamme un peu à part qui s'est créée il y a quelques temps maintenant, autour du vin. Oui, alors là, ça, c'est venu avec mon arrivée dans le sud-ouest. Le vin oblige. En plus, j'aime le vin. Et oui, en bonne épicurienne. Et donc, j'ai eu envie de faire une collection parallèle, mais sous l'appellation art viticole. On va parler avec les termes du vin. Sous l'appellation art viticole, des tableaux sur le vin, mais plus ludiques.
Et là, c'est génial parce que je me suis rendu compte qu'une fois encore, on rejoint les femmes et le vin parce qu'il y a des salons de vigneronnes où j'ai été invitée à la fois pour présenter mon travail sur les femmes et le vin. Et les femmes, les vigneronnes, prennent de plus en plus la tête des domaines. En fait, elles m'ont raconté, c'est incroyable, c'est passionnant. J'ai été invitée à un salon à Nantes où il y avait 43 vigneronnes. Et en discutant avec elles me disaient, mais nous, au départ, c'est les fils qui prenaient la tête des domaines, et les filles allaient faire des études autres. Et souvent, les filles n'étaient pas vraiment intéressées, pas toujours intéressées, je dirais. Et elles avaient trop peur que le domaine parte vraiment dans les mains d'autres, que c'était quand même une affaire de famille avec des histoires importantes. Et donc, elles se sont mises au vin. Et c'est passionnant, elles sont passionnantes, c'est des créations, c'est des créatrices, les vigneronnes agricultrices et créatrices, parce que c'est vraiment un travail de la terre, et elles en parlent avec amour, et c'est passionnant. Et donc du coup, je me suis retrouvée à exposer dans des châteaux, dans des caves, sur des salons, un château, un artiste, notamment à Bordeaux, où j'étais associée avec le pape du vin Michel Rolland, donc c'est pas rien. Et puis, oui, dans des événements, c'est passionnant, les femmes et le vin. Bon, les femmes, mais pas que, le vin aussi. J'ai délibérément choisi de vous poser cette question sur le vin parce que je savais que c'était lié au Sud-Ouest et qu'il y a une question dans cette émission qui revient régulièrement. Laurence Wagon, vous regardez comment cette région, le Sud-Ouest, les Landes, qu'est-ce que ça vous évoque ? Alors moi, c'est essentiellement le paysage. C'est la nature, en fait. C'est incroyable, cette région, comme elle mixe ses opposés, ses extrêmes. Alors, il y a autant, en fait, le calme, le côté paisible des lacs, et les forêts. Alors, les forêts de pins qui sont quasi hypnotiques, et puis la violence de l'océan. Et je trouve qu'ici, c'est ça. On retrouve ça même chez les gens, je trouve. Et avec le temps qui est changeant, vous pouvez avoir X saisons dans la même journée. Il gèle le matin et il fait un soleil, une chaleur terrible à 2 heures. Et c'est ça. Tout est changeant. Les gens sont changeants, mais le temps, l'océan peut être aussi parfois calme et parfois d'une violence incroyable. Et ça crée quelque chose de motivant parce qu'il y a une énergie. C'est ça, les Landes pour moi, c'est tout ça, c'est des paysages vraiment grandioses, époustouflants, et ce changement incroyable qui s'opère tout le temps, en fait, ça change tout le temps. Et ces Landes, vous les rejoignez en 2007, si ma mémoire ne me joue pas de tour, avec vos 3 enfants, parce que vous rejoignez Robin, votre mari, qui avait déjà pris la tête de la salle des Bourdaines. Est-ce que j'ai juste ? Tout juste, Margot, bravo. Et donc, en fait, oui, en 2007, je quitte le nord de la France pour rejoindre mon mari, Robin, qui a pris au préalable la direction de la salle de spectacle des Bourdaines à Seignos. Donc, je l'ai rejoint même à la co-direction. J'ai co-dirigé la salle avec lui. Bon, maintenant, ce n'est plus d'actualité, ni pour lui, ni pour moi, et voilà. Mais alors, comme la salle des Bourdaines, il y avait des concerts, est-ce que vous pouvez m'annoncer votre choix musical ? Est-ce que vous avez vu comment la transition est travaillée ? Quel talent, Margot, vraiment quel talent. Alors, mon choix musical, c'est une chanson d'Alain Leprest, C'est peut-être. En fait, j'ai choisi cette chanson d'Alain Leprest parce que c'est peut-être un texte magnifique. Cet enfant ça peut être Van Gogh, ça peut être Mozart, ça peut être voilà. En fonction de où on est, ce n'est pas évident au niveau du chemin. On a tous ça en nous, mais on n'aura pas tous la chance de développer ces talents artistiques parce que le milieu social, parce que l'obligation familiale, parce que plein de choses ont fait que plein de gens méconnus resteront méconnus, alors qu'ils avaient un talent incroyable. Et d'ailleurs, je fais une aparté, parce qu'Alain Leprest, c'est un artiste pour moi époustouflant d'écriture, de sensibilité, à fleur de peau. Moi, c'est la personne, d'ailleurs, c'était pour rendre aussi hommage à Alain, parce que c'est la personne que j'ai vue sur scène de plus renversant.
On avait la chair de poule, parce que dès qu'il arrivait sur scène, il était habité, et vraiment il avait une force dans l'interprétation incroyable. Donc c'était aussi pour rendre hommage à Alain, qui malheureusement a choisi de quitter ce monde en 2011, en laissant ces mots, ni rature, ni épitaphe, il faut aimer les morts, saluer les morts d'amour. Et je trouve ça sublime. Donc c'est mon choix, et ça rejoint aussi, c'est peut-être tout mon parcours au niveau de la politique de la ville, où j'ai mis en place des ateliers artistiques, et c'est peut-être, j'ai rencontré au quotidien, c'est peut-être. Et puis aussi parce que Alain, tout le monde l'a salué comme le plus grand, mais il n'a pas été aussi connu qu'il aurait dû l'être. Et je pense d'ailleurs que peut-être que les plus grands créateurs sont ceux à jamais méconnus par le grand public, mais ils ont toujours autour d'eux quand même des gens qui savent reconnaître leur talent. Et Alain en avait un extraordinaire talent. C'est peut-être Mozart, le gosse qui tambourine, des 2 points sur le bazar, des batteries de cuisine. Jamais on le saura, l'autocar du collège passe pas par opéra, râpé pour le solfège. C'est peut-être Colette, la gamine penchée, qui recompte en cachette le fruit de ses péchés. Jamais on le saura, elle aura avant l'heure un torchon dans les bras pour se torcher le cœur. C'est peut-être Grand Jacques, le petit au rire bête, qui pousse dans la flaque sa boîte d'allumettes. Jamais on le saura, la famille est maçon, râpé Bora Bora, un mur sur l'horizon. C'est peut-être Van Gogh, le petit qui grave des ailes sur la porte des Gogues avec son opinel. Jamais on le saura, râper les tubes de bleu, il fera ses choux gras dans l'épicerie de ses vieux. C'est peut-être Cerdan, le môme devant l'école, qui recolle ses dents à coups de lapidole. Jamais on le saura, KO pour ses 20 piges dans le ring de ses draps, en serrant son vertige. C'est peut-être Jésus, le môme de la Tourneuve, qu'a volé au Parisu un gros œuf et un bœuf. On le saura jamais, pauvre flocon de neige, pour un bon Dieu qui naît 100 millions
Vous êtes bien sur Radio MDM et vous écoutez Les Femmes de Chez Moi, épisode 25, Laurence Wagon. Nous arrivons dans la deuxième partie de cette émission qui est consacrée à 3 souvenirs de l'invité, 3 souvenirs qui ont fait de vous celle que vous êtes aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous annoncer le premier, s'il vous plaît ? Alors le premier souvenir, c'est en fait, quand j'étais jeune, je rêvais d'être comédienne. En fait, c'est quelque chose qui me transportait et tous les ans, dès le collège, je montais un spectacle. Drôle, moins drôle, burlesque ou à texte. J'avais interprété Topaz de Marcel Pagnol. Et c'était vraiment passionnant. J'emmenais tout le monde d'ailleurs, tout le monde participait dans ces spectacles. Et alors, juste pour une précision, c'était dans le cadre scolaire ou vous aviez créé un club de théâtre ? Comment ça se passait ? Non, c'était le spectacle dans le cadre scolaire de fin d'année. Et donc, plus tard, j'ai fait du théâtre. Et en fait, voilà, mon souvenir plus précis, sinon je vais m'égarer, mais mon souvenir plus précis, c'est au moment où j'ai interprété dans un théâtre à l'italienne, le théâtre de Boulogne-sur-Mer, théâtre municipal, qui est c'est magnifique, ces théâtres à l'italienne, c'est toujours chargé d'histoire. Mais se retrouver vraiment sur les planches, mais cette émotion, elle est énorme parce que la pièce, s'ouvrait sur un monologue. Donc j'étais seule en scène, c'était jouer le rôle de Sganarelle dans Don Juan. Et donc le rideau se lève, et là, c'est le moment d'émotion. C'est-à-dire que c'est même difficile à décrire parce que c'est l'émotion à l'état pur. Il y a déjà le trac énorme, l'adrénaline que ça entraîne. Il y a les comédiens dans les coulisses qu'on voit qui disent « pourvu qu'elle ne se plante pas », suspendus comme ça. Et puis, il y a un silence incroyable comme si il allait se passer quelque chose, je ne sais pas. Et puis, il y a les chuchotements dans la salle, et des gens qui toussent. Et puis, il y a les costumes, il y a le rideau, il y a l'odeur des planches. Il y a quelque chose de suspendu. Et tout d'un coup, on se lance. Et alors là, c'est le tourbillon, la magie à l'état pur. Et on se rend compte, parce qu'on est porté, parce qu'on se rend compte que plus la force qu'on va mettre dans l'interprétation va entraîner ou les rires, l'émotion. Donc on ne veut pas jouer à demi-mesure, on se donne à fond. Et c'est vraiment un vertige incroyable et c'est vraiment kiffant, incroyable ça. Donc c'est un moment magique et j'adorerais refaire du théâtre ou être comédienne même dans le cinéma, mais interpréter des personnages et puis donner corps à quelqu'un et amener de l'émotion chez les autres. Ça c'est passionnant en fait. Et je pense que la plupart des gens qui sont déjà montés sur scène et qui écouteront ça verront exactement ce que vous voulez dire, parce qu'à la lecture des mots que vous avez choisi d'employer quand vous m'avez envoyé ce premier souvenir, je me suis revue sur scène aussi, moi, la première fois que... Mais bon, là, je parle de moi et ce n'est pas le propos. Si. Est-ce qu'on passe au deuxième ? Alors le deuxième souvenir, retournons à Boulogne-sur-Mer. J'avais créé un espace d'animation autour du livre et des arts pour la petite enfance, que j'avais appelé le Livre Bulle, qui était un lieu magique, comme tous. C'est peut-être un mot que j'utilise beaucoup, mais c'est vrai. C'est tellement été des moments de magie. J'avais créé ce lieu pour permettre en fait aux parents de venir accompagner de leurs enfants, et puis qu'on travaille ensemble sur l'art, sur le livre, permettre une première approche pour des enfants jeunes du livre, qui est quand même des approches primordiales pour la suite. Et puis aussi des arts, parce qu'il y avait des spectacles aussi et des ateliers dans ce lieu. Et puis aussi accueillir des jeunes femmes, des adolescentes. Il y avait beaucoup d'adolescentes filles-mères. Et j'avais trouvé une collection qui s'appelait Éclat de vie, qui est superbe parce que ça aborde tous les problèmes des choses dramatiques qu'on peut vivre, joué par des héros, donc ça dédramatise les enfants quand ils lisent des choses. Il n'y a pas que moi qui vis ça, et comme il y a peut-être une petite solution à la fin, donc voilà. Non, mais c'est très riche, le livre, c'est très riche. Mais donc je m'égare. Donc en fait, j'avais vraiment réquisitionné un immeuble
sur ce quartier. Il y avait un immeuble qui était inoccupé. Donc chaque étage, il y avait les activités. Donc le livre bulle, comme c'était la petite enfance, c'était au rez-de-chaussée. Et puis ensuite, il y avait aussi les ateliers graines d'artistes. Parce que avant ce livre bulle, j'avais créé... D'ailleurs, c'était la première opération que j'avais créée quand j'ai commencé. Je voulais vraiment que les enfants, les adultes, les adolescents, tout le monde puisse pratiquer librement. C'est vrai que les pratiques, quand vous allez au conservatoire, aux Beaux-Arts, etc., c'est cher, ça paraît élitiste, les gens n'y vont pas, parce que ça leur paraît pas inaccessible, et parfois, vraiment, financièrement, ça l'est pas, mais aussi, ils pensent que c'est pas pour eux. Donc, je voulais que la création soit partout. Donc, j'avais eu l'idée de créer ces ateliers que j'avais appelés Graines d'artistes, en peinture, musique, théâtre et publicité. Et puis, donc, il y avait un premier volet qui était pendant le temps scolaire pour les enfants et un deuxième volet qui était hors temps scolaire pour les adolescents et les adultes. Et je voulais en fait créer un lien, recréer grâce à l'art, un lien dans des familles souvent éclatées. Il y avait souvent des problèmes de langage et par cet autre mode d'expression, que ce soit la peinture, etc., ça leur permettait de créer avec des intervenants professionnels, bien entendu, c'est important. Ils pouvaient après échanger entre eux dans la famille parce qu'ils avaient fait la même chose mais à des heures différentes. Et puis aussi pouvoir intervenir comme j'avais un atelier de peinture pour des adolescents très difficiles, dits violents, qualifiés violents. Et donc là, j'avais fait un atelier de peinture en veillant à ce qu'ils soient assez éloignés les uns des autres, dans un premier temps parce qu'ils avaient besoin de libérer leurs gestes, et aussi parce qu'ils se supportaient très peu et que ça pouvait amener des violences et emmener, on pourrait dire, vers des situations dramatiques. Donc en fait, j'avais fait cet atelier. Et franchement, c'était magique tout ce qui se passait là-dedans, avec toutes les précautions d'usage, parce que c'était pas simple. Et en fait, donc bref, des années après, je reviens, je m'égare, mais bon, non, je suis le fil, Margot. Et en fait, je reviens ce jour-là où j'étais au Livre Bulle, et puis c'était bien des années après cet atelier. On tape à la porte et un jeune homme, vient et il s'arrête, interloqué. Et il me dit « Ah, c'est vous ?» Et là, il commence à être tremblant, il a ses yeux remplis de larmes. Et il me dit « Mais vous m'avez sauvé la vie, l'art m'a sauvé la vie. » Et là, j'ai reconnu Cédric, que j'avais eu adolescent et qui était devenu un homme maintenant, et qui cherchait son chemin, une association. Il est arrivé par hasard, mais on dit qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Et alors là, moi, j'étais submergée par l'émotion, parce que lui, quand il venait à l'atelier, il avait vraiment besoin de... Il était vraiment situation très, très dramatique au niveau familial. Et il avait besoin de lâcher sa rage dans sa création picturale. Et il lançait vraiment la peinture à la Jackson Pollock, sans savoir, lui, il ne connaissait pas, mais vraiment, ça ressemblait étrangement. Et ça, apparemment, ça lui faisait un bien fou. Et qu'il me dise ces mots-là, on est restés interloqués, tous les deux, les yeux pleins de larmes, et on en est restés là parce qu'on n'arrivait rien à ajouter à ça. Sauf que, pour moi, son regard, en fait, c'est ça, c'est son regard qui m'est resté marqué. Son regard, parce qu'en fait, c'est pour ça qu'ensuite, avec toutes ces expériences, c'est le regard. Et moi, dans mon travail, on me dit toujours ce qui est marquant dans votre travail, c'est le regard des portraits. Et oui, parce que en fait, j'ai gardé en mémoire tous ces regards. On en croise plein des regards. Et en fait, chaque regard est différent. On a chacun son regard. Il n'y a pas deux regards identiques. Et le regard, c'est souvent la mémoire du vécu. D'ailleurs, vous pouvez rencontrer des personnes âgées avec un regard d'enfant ou des jeunes avec un regard déjà éteint. On ne sait pas pourquoi, mais c'est toujours très chargé. Et moi, c'est vraiment... Alors, ce regard-là et plein d'autres est resté marqué en moi et vraiment dans mes tableaux. Oui, je rejoins un peu votre question, Margot, tout à l'heure. Est-ce qu'on va retrouver votre travail dedans, de ce que vous avez fait, notamment dans la politique de la ville ? Oui. Parce que des regards, oui. Et puis dans la vie de tous les jours, on en croise tellement. Voilà mon deuxième souvenir, le regard. Et de Cédric notamment. Le troisième souvenir, vous l'avez écrit, Laurence, il est lié, avec un fil, toujours. Au deuxième, ce sont vos expositions.
puisqu'on retrouve le regard dans les expositions. Mais c'est une exposition bien précise à laquelle vous avez pensé et dont vous avez envie de nous parler. Oui, c'est vrai que j'aime beaucoup les expositions parce que, comme je disais tout à l'heure, sortir de l'intimité de l'atelier, enfin créer, c'est aussi pour faire des expositions, parce qu'en fait, nos créations, nous peintres, ils n'existent que dans le regard de l'autre. Donc c'est important d'aller à la rencontre des autres. Et donc plein d'expositions, c'est toujours de la magie, parce que c'est investir un lieu, c'est créer des toiles pour ce lieu, c'est ce que je préfère d'ailleurs, faire des créations en fonction des lieux. Et donc j'en ai choisi une, Margot, en fait c'est à Bidart. Bidart déjà, que j'affectionne particulièrement, j'avais déjà exposé à 2 reprises précédemment, dans une galerie qu'il y a à Bidart-Bourg. C'est une galerie contemporaine sur la place. En fait, Bidart, là, à cet endroit-là, on dirait un décor de cinéma. C'est juste incroyable, c'est magique. Et là, cette exposition avait quelque chose de plus, c'est que je l'avais créée en voulant faire un volet dans la galerie et un volet à l'extérieur. En fait, c'était sur le thème de la mer, qui m'est proche. La mer MER. Donc j'avais fait un volet dans la galerie que j'avais appelé Pêche miraculeuse, qui était aller à la pêche des sentiments, des émotions dans un lieu plus confiné, et un deuxième volet dans des structures extérieures de la ville de Bidart, où là j'avais appelé ça pêche artistique, où là c'est aller à la pêche des sensations portées par les embruns de Bidart et aller chercher où étaient les œuvres. Alors c'était génial parce que, alors à la limite mon souvenir c'est la bienveillance qui a entouré cette exposition. Dès le départ, dès mon projet, en fait, je suis allée rencontrer les structures en leur proposant mon projet. Au départ, je me suis dit, on regardait un petit peu bizarrement. Et en fait, tout de suite, il y a eu un engouement incroyable. Ils étaient tout de suite d'accord. Et j'avais amené mon book avec mes tableaux parce que je ne voulais pas leur imposer quelque chose. Donc, s'ils étaient d'accord, c'était eux qui allaient choisir ce qu'ils allaient exposer dans leur boutique ou leur structure. Et donc, encore plus enthousiaste et bienveillant, ils prenaient le temps de feuilleter, de choisir. Ils étaient alors ravis. Donc, ce qui fait que j'ai été, en fait, donc il y a eu c'était en mai-juin 2019, donc il y avait cette exposition à la galerie. J'avais fait toutes les œuvres pour cette exposition sur le thème de la mer, des poissons. Et à l'extérieur, donc il y avait l'église, il y avait la chapelle de la Madeleine. Alors, chapelle de la Madeleine qui est juste sublime face à l'océan. Quand on est à la chapelle de la Madeleine, on a l'océan tout autour de nous, mais c'est un lieu incroyable. Alors, petit clin d'œil à ma maman qui s'appelle Madeleine et qui est tout aussi jolie que cette chapelle. Plus. Et puis, il y avait la boulangerie, il y avait le centre de remise en forme, il y avait le surf shop, il y avait le bar cocktail discothèque Le Soleil des Antilles, et puis le caviste pour mes toiles art viticole. Donc en fait, ça a été vraiment incroyable. Il y avait du monde parce que des gens voyaient des œuvres ailleurs, donc venaient à la galerie. Puis c'était interactif puisque pareil, les gens découvraient aussi, pouvaient aussi découvrir des structures en disant alors ça demandait une com et une organisation incroyable parce que je voulais que tout soit installé ce jour-là en fait pour que ça soit raccord. Donc j'avais fait un planning de fou avec les horaires, etc. Et alors pour l'anecdote un peu comique, c'est que la veille, je me suis pris le pied dans le rebord de la baie vitrée d'un podologue, Quentin, chez qui je discutais enthousiaste avec Quentin. Je sors de chez lui. Au même moment, il me dit « Attention à la bordure », je la prends. Et en fait, je me fais une fracture au pied. Mais je n'ai pas voulu aller aux urgences, parce que je sentais bien que s'était passé quelque chose. C'était à tomber dans les pommes tellement la douleur était atroce. Mais j'ai dit, ils vont me plâtrer. Et c'était le lendemain que je devais tout installer. Jamais je vais pouvoir faire. Mais en plus, j'ai engagé tout le monde dans mon projet. Je ne peux pas leur faire ça. Ni à moi, ni aux autres. C'est pas possible. Alors, j'ai mis de la glace, j'ai pris mon mal en patience. Mais c'est tout en boitillant que j'ai été installée partout. Et quand, pendant l'exposition, quand il y avait personne, je surélevé le pied. Et je ne savais pas. En fait, j'avais une fracture au pied. C'est quand même assez incroyable. Et un comble pour se fracturer le pied chez un podologue. Mais enfin, ça, c'est autre chose. Et tout est lié. Et tout est lié.
Venons-en à la dernière question de cette émission, vous la connaissez maintenant. J'ai demandé à Laurence Wagon comment elle regardait le chemin qu'elle a jusqu'à maintenant parcouru, lui précisant que la notion de fierté avait plus ou moins été éludée pour que mes invités soient plus à l'aise. Eh bien Margot, je crois que je vais te faire plaisir parce que moi je suis fière. En toute humilité, je suis fière de ce parcours parce que je pense que j'ai encore ce regard quand j'avais 8 ans quelque part. Je suis toujours enthousiaste à faire des choses et malgré les difficultés, malgré les aléas de la vie plus ou moins dramatiques, malgré les embûches et les cailloux qu'on a pu mettre pour m'empêcher d'avancer sur mon chemin, j'ai toujours tenu bon contre vent et marée. Peut-être parce que je viens d'un port de pêche, mais contre vent et marée, j'ai tenu bon. Et ça, oui, j'en suis fière parce que une fierté, mais qui n'est pas déplacée. Je suis fière d'avoir pu faire des choses et amener du plaisir aux autres. Parce qu'à chaque fois, dans une structure, la première personne qui est rentrée au cabaret voir un spectacle, la première personne qui a poussé la porte du Livre-Bulle, c'est ces gens que j'emmenais dans mes projets, qui étaient sympathiques d'ailleurs de me suivre dans ces projets, parce que sans personne, on n'est rien. On est tous intimement liés. Mais il faut engager des choses. Moi, j'aime bien ce qui est moteur, et je suis une créatrice, mais dans tout. Et j'aime bien emmener les gens dans mes voyages. Et je suis fière déjà d'avoir eu des passagers, et puis aussi d'avoir toujours mené à bon port mes passagers. Et oui, je suis fière de ces voyages, oui, très fière. Merci beaucoup Laurence Wagon. Merci Margot. Merci à Laurence Wagon pour ce moment à placer sous le signe du beau. Merci à elle d'avoir évoqué ses 3 plus belles créations en début d'épisode. L'occasion pour moi d'embrasser un ami qui m'est cher, Charlie. Merci à Nico, à la technique, et merci à vous d'écouter Les Femmes de Chez Moi. Ah, avant de vous quitter, pour tirer encore un peu plus sur ce fil, sachez que Laurence a réalisé une des toiles de l'exposition Les Femmes de Chez Moi, le portrait de Marie Chabin, mon invitée dans l'épisode 7. À découvrir ces mois de novembre et décembre 2020 à Mont-de-Marsan. Alors laissez-moi adresser à nouveau un immense merci à cette créatrice. Moi, je ne pense pas du tout que ce soit une guerre entre les hommes et les femmes. We want to end gender inequality. J'ai l'impression tout de même qu'elles sont moins résignées qu'elles ne l'étaient auparavant. And to do this, Métier d'homme, ça ne veut rien dire. Un métier d'homme, ce serait un métier qu'une femme ne peut pas faire. Il y en a vraiment peu. we need everyone involved. À bientôt chez Les Femmes de Chez Moi.